Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Et salut à tous mes très chers amis ruralistes, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne où vous êtes toujours en compagnie de votre serviteur Brother Maxou. Bon, vous avez lu le titre de l'émission et vous vous attendez sans doute à ce que ça râle et à ce que ça bitche beaucoup. Eh bien oui, effectivement, aujourd'hui, nous allons râler un peu parce que nous sommes français et que souvent ça fait du bien. À titre personnel, je sors d'une période pas mal privée de hobby, très peu de jeux, très peu de peinture et durant tout ce temps où j'étais un peu éloigné de mes petits bonhommes gris, eh bien j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi à ce que fut la V10 pour moi et à ce qu'elle est maintenant. Et donc aujourd'hui, je vous propose de participer aux funérailles de cette version. Donc tous ensemble, enterrons la V10. Enterrons-la avec joie ou avec dépit. Eh bien, c'est exactement le sujet du jour où nous allons râler naturellement, mais on va surtout râler de manière constructive avec une petite démonstration à la clé. Bon, revenons un petit peu brièvement sur mon parcours depuis le début de la version. Honnêtement, là vous le savez, actuellement je suis complètement saoulé par cette V10, eh bien, ce n'était pas différent avec la fin de V9. Le dernier semestre de V9 a été pour moi d'une nullité totale, si bien que quand les mécaniques de règles se sont réinventées pour le début de cette V10, eh bien, j'ai accueilli la chose à bras ouverts. Et cette première ère de la V10, qu'on va appeler l'ère de l'index, pour moi, elle a été tout à fait excitante. On a eu de nombreuses nouvelles mécaniques de jeu très bienvenues et pour ma part, ça a été une première année très intense en termes de jeu. Et donc, je me suis mis à complètement poncer le nouveau système de match play qui inaugurait en fait une nouvelle manière de jouer quand même avec il y avait beaucoup de trucs en fait qui changeaient par rapport à la V9, les systèmes d'objectifs secondaires qui étaient inspirés par le fameux Maelstrom of War. Il y avait beaucoup de choses qui changeaient et ça ça permet quoi? Ça permet de ressortir toutes ces vieilles figues, ces vieilles armées, d'en peindre des nouvelles pour essayer tout un tas de trucs. Donc à l'époque, dans un premier temps, j'en étais resté pas mal là, à une expérience limitée au match play. Mais au bout d'un an, la lassitude a quand même fini un petit peu par l'emporter. Je vous en avais parlé dans une émission à l'époque qui se nommait Make Match Play Great Again, où je vous proposais en fait de réinventer les systèmes d'objectifs primaires et secondaires qu'avait inauguré cette V10 pour leur donner plus de sens, pour leur donner plus de corps et plus, en fait, tout simplement mettre plus l'accent sur ce qui nous plaît à nous autres par ici, c'est-à-dire le jeu incarné et le jeu narratif. Mais néanmoins, ces mécaniques de match play un peu inaugurées avec la V10, elles étaient quand même plutôt bien fichu, mais dans mon cadre à moi, enfin en tout cas dans mes ambitions de jeu à moi, ça finissait quand même par tourner en rond, tant et si bien que je n'ai même pas renouvelé en fait ce système de cartes Léviathan. Il y en a eu plein d'autres après, il y a eu Nexus Paria et je ne sais plus quoi d'ailleurs. En gros, ces systèmes de cartes, même s'ils changeaient un peu sur la forme, ils ne changeaient pas grand-chose de plus sur le fond. C'était tout un attirail de trucs à faire durant une partie, du genre va voir là-bas si j'y suis, fais-moi un petit barbecue dans la zone de déploiement. Vous connaissez la chanson. Donc pour ma part, l'expérience match play en V10, elle est restée avec le système de cartes inaugurales qui nous était proposé dans la boîte de base Léviathan. Et ça me saoulait, on va le dire ça franchement, de remettre 30 € dans un paquet de cartes. Il en était hors de question. Cependant,
Quand j'en étais à ce point, ça a été l'avènement de Board in Action. Donc là, naturellement, j'ai vécu ma meilleure vie de joueur avec ce mode de jeu. Vous connaissez la chanson, on en a parlé des milliers de fois. Les émissions à ce titre sur Ruralameur sont assez nombreuses. Donc moi, pour ma part, Board in Action, c'est vraiment le truc qui aura sauvé ma V10. Et pour la 3e année du coup de cette V10, Board in Action, je commençais là aussi à en avoir fait le tour, mais honnêtement, j'ai exploité à peine, je pense, la moitié de ce qui nous est proposé dans le bouquin. L'autre moitié, tout simplement, fait appel à des perspectives de modélisme et de peinture supplémentaires. Si je veux continuer l'aventure, il faut que j'assemble et que je peigne des trucs en plus. C'est exactement ce que je suis en train de faire là. Ma patrouille tyrannide avance bien, même si ça fait 2 mois que je suis en train de peindre des carapaces de crustacés. J'en peux plus, faut jamais que je refasse un truc pareil. Par pitié, empêchez-moi de refaire ça un jour. Bref, Board in Action, j'en dirai pas plus, c'est tout simplement génial, ça a sauvé ma V10. Et donc à l'issue de ça, pour la 3e année de cette V10, j'ai mis complètement le cap sur le jeu narratif pur et dur, en exprimant le vœu de me débarrasser complètement du match play. Donc focus total sur le jeu narratif et les missions custom. Le résultat, c'est que ça coince un peu, et même parfois beaucoup. Il y a désormais quelque chose qui ne me plaît plus du tout. Je vais y revenir plusieurs fois dans cette émission, mais le principal problème de 40K pour moi, c'est désormais l'incarnation sur table. C'est simple, désormais, quand je joue, j'ai le sentiment de ne plus rien incarner. Il y a désormais une forme d'abstraction qui est devenue beaucoup trop envahissante à mon goût. Mais tout ceci, on va y revenir. Mais globalement, cette V10, c'est une édition que j'ai toujours défendue. Je vous ai maintes fois vanté les mérites de son moteur de jeu, son moteur de règles, les fameuses Core Rules, que je trouve quasiment idéal. C'est un moteur de jeu qui est accessible, limpide, il est super pour initier des gens et apprendre à jouer. Et à moult reprises, je tente régulièrement de réadapter ce moteur de règles pour en faire quelque chose de plus casu, sympa, fluff, finalement un peu à l'image de Board in Action, qui est quelque part une réadaptation officielle de l'éditeur, avec ce que ça implique en termes de baisse de létalité et de hausse de fun. J'en avais parlé de tout ça, une autre émission qui s'appelait « Comment on joue maintenant ». C'est une émission que j'avais enregistrée à l'époque où le jeu officiel 40K commençait déjà à montrer des signes de létalité qui perd les pédales. Ouais, c'était ça, cette émission « Comment on joue maintenant ». Je vous proposais tout simplement de réinventer un peu nos habitudes pour essayer de faire fi finalement de ces règles qui ne faisaient que monter en compétitivité. Mais là maintenant, j'en ai marre. J'en ai définitivement marre et je vais vous expliquer pourquoi. Si on part dans un premier temps vers quelque chose de très factuel et de très technique, le plus gros problème du jeu est pour moi sa létalité. C'est simple, la létalité de 40K est devenue complètement débile. Il n'y a pas d'autre mot. Et à vrai dire, dans cette émission, on va quasiment parler que de ça. Je ne vais pas refaire finalement le listing de ce qui me plaît ou de ce qui ne me plaît pas dans la V10. On en a déjà parlé très longuement. Dans ce qui ne plaît pas, il y a souvent les mêmes genres de trucs qui reviennent. Par exemple, la gestion du moral. Le Battle Shock, c'est nul. Il y a pas voilà, c'est naze. Il n'y a pas d'autre truc à dire. Les détachements qui reposent sur les mécanismes de Battle Shock sont chiants comme tout à jouer. Bref, je vais pas refaire le listing de ce qui me gonfle. Donc on va pas trop parler du Battle Shock, du Wargear gratos, de tous ces trucs qui déplaisent un petit peu dans la V10. Et idem, je ne vais pas revenir sur ces nombreuses qualités. On en a déjà suffisamment parlé au fil des mois. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ça, sur la létalité. C'est pour moi le facteur le plus aggravant
de tout ce qui me déplaît dans cette V10. Et pour cela, pour vous parler de létalité, je vous propose une espèce de petite démo scientifique que j'ai faite conjointement avec un outil de statistique, et oui, vous avez bien entendu, qui s'appelle MathHammer. Bon, c'est la première et dernière fois de ma vie que j'utilise un truc de ce genre, mais là, c'était assez nécessaire. Donc, pour la petite démo du jour, je vous propose une datasheet. Une datasheet très basique. Il va s'agir d'un profil d'Intercessors d'Assaut Blood Angel. Voilà, troupe de base, Space Marine. Donc déjà, historiquement, on parle d'un Space Marine. C'est un type de profil qui a très longtemps eu 2 attaques par modèle. Voilà, un Space Marine, c'est ça, ça faisait 2 attaques. Je vous remonte ça du temps où le nombre d'attaques était assez faible. Je me souviens par exemple de Warhammer Battle, quand les guerriers Saurus hommes lézards étaient sortis. Ils avaient 2 attaques et tout le monde avait trouvé ça complètement fou. Parce que il y avait 95% du jeu qui n'avait qu'une seule attaque. Donc un Space Marine, ça a très très longtemps été 2 attaques. Avec l'ère Primaris, c'était monté à 2 points de vie. Donc là, un Intercessors d'assaut, imaginons qu'il soit resté dans cet esprit-là. Voilà, c'est un Space Marine, donc 2 points de vie, force 4, endurance 4, des capacités de combat et de tir 2, 3, le bon vieux Space Marine. Donnons-lui 2 attaques pour voir ce que ça fait. Donc, je prends une escouade de 10 Intercessors d'assaut et je vais les faire affronter une escouade d'homologues maléfiques, c'est-à-dire 10 légionnaires Space Marines du chaos. Donc 2 types de profils très très similaires. Mes 10 Intercessors d'assaut, là, chacun avec leurs 2 attaques, au corps à corps, ils leur foncent dessus. Ça nous fait 1,5 légionnaires du chaos morts. Voilà. Seulement, dans la version actuelle de 40K, la datasheet de ces Intercessors d'assaut, elle est déjà plutôt du genre optimisée, parce qu'on va retrouver ni plus ni moins que 4 attaques par tête. Voilà, donc le pack de 10, quand il cherche, ça nous fait déjà 40 attaques. Et ça, sur le terrain, cette fois, ça se traduit par 3,3 Space Marines du chaos tués. La datasheet ne s'arrête cependant pas là. On retrouve dans les habilités de ces Intercessors d'assaut une reroll des blesses. Donc une reroll des 1 à la blesse et une full reroll des blesses dès lors qu'on combatte sur un objectif, chose qui va arriver très souvent. Pour l'exemple du jour, je vous propose de considérer que nous combattons sur un objectif. Cette fois, on passe à 5 tués. Voilà, on annihile la moitié de l'escouade adverse, ça commence à plus trop déconner. Maintenant, on va y ajouter la règle d'armée. La règle d'armée Space Marines, le serment de l'instant. Un serment de l'instant qui vous donne la reroll des hits. Pour une autre armée, on aurait pu avoir également le +1 bless, mais aujourd'hui, je joue Blood Angels, et quand je joue Blood Angels, je n'ai pas accès au super serment de l'instant. Donc c'est parti, on reroll les hits et les bless désormais. Ça nous fait ni plus ni moins que 7,4 Space Marines du chaos tués. C'est pas fini. On va rajouter maintenant la règle de mon détachement. Et je joue le détachement Assaut Liberators Blood Angel qui va me donner, lorsque je charge, +1 attaque et +2 en force. Voilà. Donc vous le voyez venir, on passe désormais à 11 tués. Voilà. On passe à 11 tués. On a littéralement annihilé l'escouade d'en face. Une escouade qui pourtant sur le papier est de puissance très très égale à la nôtre. Donc nous sommes déjà en situation d'overkill. Alors que finalement je n'ai pris juste qu'une datasheet, une règle d'armée et une règle de détachement. Seulement, dans l'exercice actuel du jeu 40K, ce genre de truc n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'on va jamais se contenter de ça. On va rajouter par-dessus tout ça le Wargear gratos. Ce Wargear gratos, dans cette datasheet, il va me permettre juste de rajouter à mon sergent un point énergétique et un pistolet
Plasma. Donc là, en termes de Wargear gratos, on est sur la fourchette très basse de ce que l'on est capable d'ajouter gratuitement à une escouade. Si je prenais le même exemple en Death Guard c'est n'importe quoi. Là, je pourrais rajouter 5 lance-flammes, les 5 points énergétiques, alors que de base, les mecs sont équipés de bolters. Ici, voilà, je passe juste un petit up à mon sergent. Et ben, ne serait-ce que ça nous fait déjà passer à 13 tués. Voilà. T'en veux encore ? Bah ouais mon gars, parce que cette escouade, elle va rarement être seule. Donc je vais lui rajouter un petit prêtre sanguinien. Donc le prêtre sanguinien, on n'est pas sur un personnage hyper cher en points ni quoi que ce soit. C'est pas un seigneur de guerre, c'est juste un petit perso de classe moyenne. Ce prêtre sanguinien, au-delà de me donner un petit feel no pain, eh bien, il va améliorer la PA de toutes les armes de mêlée de l'escouade, passant à PA -2. Eh ben, ça nous fait passer à 17 morts, les mecs. Bon, on va pas s'arrêter là. Pour finir, naturellement, on va jouer un petit stratagème, parce qu'on a des PC, du coup, faut qu'on s'en serve de ces trucs-là. Allez, un petit stratagème soif rouge, qui va me donner le Lethal Hits, donc la blesse auto sur du 6 à la touche, et le mot-clé lance, voilà, qui va me donner un blesse à la charge. Bon, la conclusion n'est pas difficile, on va passer cette fois la barre des 20 morts. Autrement dit, l'escouade que je charge, de puissance similaire à la mienne, j'aurais pu la tuer en intégralité 2 fois. Et le mec d'en face, eh bien, aucun stratagème défensif n'aurait pu réduire la chose pour espérer n'avoir ne serait-ce qu'un seul survivant. Lorsque vous chargez une escouade que vous êtes capable de tuer 2 fois, le mec, il peut faire ce qu'il veut en face, c'est-à-dire un -1 hit, un -1 bless, améliorer sa PA, mettre un feel no pain, que sais-je. Ça ne servira à rien, il n'y a aucun stratagème défensif qui lui permettra de baisser de 50% ma létalité. En fait, là, même s'il arrivait à baisser de 50% ma létalité, toute son escouade serait quand même morte. Et donc vous me direz, cette petite escouade de 10 intercessors d'assaut avec un prêtre sanguinien qui coûte pas bien cher, qui coûte 230 points, si je la faisais foncer dans une unité de 5 Terminators, eh bien je les tue tous et j'en tue même 7,8. Je tue quasiment une enclume de 10 Terminators. Et si je fonce cette fois dans un Land Raider, le Land Raider, je le tue pile poil, mais avec un peu de chance. Ça peut merder, il peut lui rester entre 1 et 4 points de vie si mon jet de dés n'est pas très bon. Là, cette fois, c'est l'effet de la grosse endurance qui, naturellement, vient un peu casser la statistique. Mais n'empêche, je peux le tuer. C'est carrément jouable, je peux carrément tuer un Land Raider avec mon escouade de 10 Space Marine. Et si j'y avais ajouté dans cette escouade un capitaine, parce que oui, je peux avoir dans la même escouade un capitaine et un prêtre sanguinien, et bien là, c'est la boucherie, on passe à plus de 10 Terminators tués et le Land Raider, cette fois, n'a aucune chance de s'en sortir. Bon, bref, tout ceci est-il bien sérieux ? Clairement que non, c'est pas sérieux du tout. On parle d'une troupe de base, une petite troupe de base à 150 points accompagnée d'un petit perso qui lui non plus n'est pas bien cher. Le problème de cette escouade de troupes de base, c'est qu'elle est optimisée par défaut. C'est simple, je n'ai pas du tout eu le choix. Je l'ai juste joué en utilisant ses règles de base, donc sa datasheet, sa règle d'armée, sa règle de détachement, et j'ai utilisé un personnage et un stratagème qui lui aussi figure dans mes règles de détachement. Je n'ai même pas ajouté d'optimisation à ce fameux personnage, les gars. Mais après, vous pourrez me dire, cet exemple choisi là, est-il bien judicieux ? Est-ce que ça ferait la même avec une autre datasheet d'une autre faction ? Ouais, franchement les gars, j'aurais pu faire le même type de démonstration avec n'importe quelle faction. Et est-ce que ça ne concerne que le corps à corps ? À vrai dire, pas du tout.
Prenez une escouade, là encore des trucs de base, par exemple une escouade de 10 rubriques marines, une escouade de 10 vengeurs Eldar, une escouade de 10 plagues marines, ou alors n'importe quelle troupe de l'Empire Tau qui sera appuyée par du ciblage ou du stratagème. En bref, dans la phase de tir, l'overkill, il va être quand même plus rare, mais il n'en demeure pas moins super létal. Quant au corps à corps, je vous dis, peu importe la faction choisie, j'aurais pu prendre n'importe quel type de datasheet, je vous aurais fait exactement la même démonstration. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle d'une troupe de base, avec un personnage assez mineur. Donc on n'est pas du tout sur une unité super puissante et super isolée dans une liste Blood Angel. Dans une liste Blood Angel standard, ce type d'escouade, je l'aurais une, voire 2 fois. C'est tout à fait courant d'avoir 2 packs de 10 intercessors d'assaut. Quand tu joues Blood, c'est censé être vraiment ta troupe de base. Ta troupe par défaut, c'est des Marines énervés avec des tronçonneuses. Donc dans une liste Blood Angel, j'aurais sans doute 2 packs de ça. J'aurais aussi l'équivalent, mais cette fois à Jump Pack. Et j'aurais entre 1 et 3 packs de Compagnie de la Mort ou de Garde Sanguinienne, dont la puissance est tout aussi débile. Mais cette fois, potentiellement quand même plus légitime, parce que cette fois, on parle d'unités d'élite. En gros, dans une liste Blood Angel, dans mon armée, eh bien, quoi que je touche, je le tue. Et je vais passer mon temps à reroll tout le temps. Autre chose intéressante, c'est que ce résultat délirant, il n'est absolument pas le produit d'une quelconque stratégie militaire. Je me suis contenté d'empiler les différentes règles de base que l'éditeur m'a offert dans les bouquins. Je n'étais même pas à la recherche d'un combo en particulier. On est sur quelque chose d'absolument accessible, y compris pour un débutant, dès lors qu'il soit un peu coaché. Ça va pas plus loin que, donc là, tu utilises ton habileté, tu utilises ta règle de détachement et tu vas mettre un petit stratagème, tu vois. Ça va pas plus loin que ça. Donc finalement, la violence est absolument débarrassée de stratégie. La seule stratégie militaire qui va s'offrir à moi, c'est comment amener cette escouade intacte vers mon ennemi pour qu'elle puisse infliger cette avalanche de dégâts. Et pour ce faire, les moyens sont connus. Utiliser des transports d'assaut comme un Land Raider qui va vous permettre de charger après que le véhicule a bougé. On va faire usage des occultants pour éviter les tirs en état d'alerte. On va procéder à des avances rapides du genre Advance et Charge. Bref, des choses auxquelles j'aurai accès facilement via un peu de list building ou via divers stratagèmes. La stratégie, elle se réduit à ça. Comment apporter cette enclume de la mort, qui est pas cher en points, intacte auprès de mon adversaire. Et comme finalement cet assaut à venir, il se fera dans une absolue absence d'interaction avec mon adversaire, parce que comme je vous l'ai dit, quoi que je touche, je le tue, le seul trade, le fameux trade, voilà, une des mécaniques les plus célèbres de Warhammer 40 000, bien, à vrai dire, terme un peu galvaudé désormais en présence d'une violence pareille. Parce que désormais, le seul trade qui pourrait avoir lieu, c'est que une fois victorieuse cette escouade d'assaut intercessors, et victorieuse elle le sera, cette escouade victorieuse, elle sera désormais, après sa phase de corps à corps, exposée pour recevoir elle-même lors du tour suivant une phase de tir ou de corps à corps que mon adversaire va lui aussi optimiser. Parce que lui aussi va utiliser des trucs optimisés par défaut. Donc il va à son tour l'éradiquer et à son tour il va s'exposer potentiellement lui aussi pour que ensuite je lui rentre encore une fois dans la tronche et ainsi de suite. Est-ce que c'est cool ça ? Est-ce que c'est marrant ? Est-ce que cet exercice est amusant ? À mon sens, pas du tout. C'est pas du tout ce que je recherche dans un jeu de stratégie. Et à vrai dire, c'est même devenu une expérience de wargame, Warhammer 40 000, une expérience de wargame radicalement différente de tous les autres wargames existants.
On a de plus en plus la sensation de jouer avec des pions. Nos escouades ressemblent de plus en plus à des pions que l'on va se prendre l'un l'autre, on va se damer le pion. Et dans tout ça, notre modélisme, notre lore, notre doctrine de combat, tout ceci ne s'incarne plus vraiment. Et du coup, je dois en venir désormais aux grandes conséquences de cette létalité devenue absolument délirante. Un des premiers résultats concrets de ça, c'est que 40K n'est plus du tout un jeu 2D. C'est plus du tout un jeu de dés, il est trop optimisé ce jeu. Les dés, en fait, n'ont parfois plus la moindre forme d'importance. Et enlever, en fait, cette partie jeu de dés, c'est enlever la partie liée au hasard, à la chance ou à la guigne. C'est-à-dire, c'est amputer totalement la partie fun du jeu, la partie la plus aléatoire. Et à ce titre, je réponds à la question soulevée récemment par les collègues du Land Rider. Est-ce que Warhammer 40 000 est encore un jeu fun ? Pour ma part, c'est un grand non. En l'état, Warhammer 40 000 n'est plus du tout un jeu fun. Comme je l'ai dit, il est optimisé par défaut, il est trop fiable et surtout trop unilatéral. Donc voilà, première conséquence, pour moi, 40K n'est plus un jeu de dés. Les dés seront là encore, les craquages peuvent arriver, mais néanmoins, ils ont de moins en moins d'impact sur ce qui va se passer sur la table de jeu. Éviter une situation d'overkill comme vu précédemment, mais c'est impossible. Quand on reroll tout, les touches, les blesses avec des bonus à la touche, à la blesse avec des bonus de PA, c'est plus un jeu de dés. T'es en situation d'overkill, même si tu vas te foirer un peu au dé, tu vas quand même parvenir à tuer tout le monde. Deuxièmement, cette létalité, elle est devenue clairement une purge pour les jeunes joueurs et les débutants. À la moindre erreur de leur part, le mec va perdre des unités entières. Je pense que n'importe qui ayant débuté le jeu durant cette V10, y a eu droit. Donc là, ça se résout par l'accompagnement, mais en vérité, c'est inévitable. La moindre différence de niveau de jeu, elle va s'incarner principalement comme ça. C'est que le mec en dessous, il va retirer des pans entiers de son armée dans les 2 premiers tours en vérité. Donc ce qui peut être une mécanique de frustration assez terrible, hein. Moi je les comprends très bien. Les joueurs débutants qui sont vraiment surpris par ça, ils ont à peine commencé à jouer, qu'ils enlèvent des phalanges de 10 Space Marines. Est-ce que c'est bien sérieux encore une fois ? Autre conséquence, et pas des moindres, de la létalité, c'est que on va avoir de plus en plus des parties dont l'enjeu va devenir souvent minable assez tôt. Là, véritablement, je ne compte plus les batailles en association auxquelles j'ai pu assister qui ne dépassent jamais le tour 3. Tout simplement, la létalité est telle que autour d'eux, souvent, la messe est dite. Quand un gars a perdu la moitié de son armée autour d'eux, les moyens de rebondir, ils ne vont pas être énormes et par rebondir, en fait, ça va se résumer souvent à des mécaniques liées au scoring. Comment ne pas trop se faire défoncer au score ? Là encore, est-ce que c'est bien sérieux et surtout, est-ce que c'est vraiment des parties intéressantes ? À mon sens, non. Une partie intéressante, c'est une partie qui parvient à maintenir de l'enjeu jusqu'à la fin. Donc je ne dis pas que c'est impossible en l'état. Pour moi-même, en fait, j'ai fait de nombreuses parties disputées jusqu'à la toute fin. Mais avec une létalité pareille, honnêtement, c'est de moins en moins le cas. Et en association, donc avec beaucoup, en fait, avec mes petits amis, les joueurs casus, des batailles comme ça, pliées tour 2 ou 3, mais j'en ai vu littéralement des centaines. Et j'avoue, je suis assez fatigué de voir ça. Autre conséquence de la létalité, on peut, en même temps qu'on enterre la V10, on peut également enterrer l'exercice du jeu casu.
40K, comme je vous l'ai dit, pour moi, maintenant, il est optimisé par défaut. Il est compétitif par défaut, que tu le veuilles ou non, tu vas jouer des trucs compétitifs. Donc, finalement, dans un jeu optimisé par défaut, le list building, il va être également optimisé par défaut. Et même une liste mignonne comme tout, c'est-à-dire fluff ou soumise à restriction, par exemple, ce type de liste qu'on pourrait considérer comme molle, finalement, elle peut vous offrir une létalité unilatérale. Il va vous suffire d'empiler 2-3 règles, comme vu précédemment, pour demeurer un véritable rouleau compresseur. Et finalement, dans les listes 40K les plus répandues, maintenant, on sait dégager quand même une espèce de schéma standard dans les listes actuelles. En général, ça se résume à aligner des enclumes, comme on a vu précédemment, 10 intercessors d'assaut avec 1 ou 2 personnages dedans. Ça, on peut considérer ça comme une enclume. Donc, une liste standard, elle va empiler comme ça plusieurs enclumes dont la létalité sera finalement complètement sans enjeu. Je touche, je tue, tout simplement. Donc des enclumes comme ça, et qui vont être accompagnés d'unités plus satellites, plus rapides ou bonnes à tout faire. En gros, c'est divisé en 2 camps. Il va y avoir de la létalité d'un côté et du score de l'autre. Et ça, tu peux l'incarner même avec des restrictions de liste super sévères. Si je prends l'exemple des réunions Tupper Warp, ouais, ok, il y a des restrictions, mais rien n'empêche de fonctionner absolument comme ça, d'aligner des grosses escouades complètement tueuses et des petites escouades pour faire de l'objectif secondaire, pour faire du score, du control map, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, ça rentre également dans ce qui est devenu Warhammer 40 000 par défaut. Même un débutant complet, finalement, son type de liste, il va toujours être très très proche de ça, parce que la mécanique l'exige. Ok, t'as mis une escouade de 10 gars, regarde ce qu'on te propose, en y mettant un personnage, ça devient plus fort. Idem avec cette autre escouade de 10 gars, et etc. Une liste de débutants, finalement, elle ressemble parfois très fortement à une liste de tournoi. Et enfin, autre phénomène, autre conséquence de la létalité, il va être lié pas mal aux nouveaux réflexes des joueurs. Finalement, les joueurs, ils ont pour la plupart développé une certaine accoutumance à cette létalité qui n'a plus aucun sens. Tant et si bien que parfois on assiste à des jets de dés accompagnés d'un « ouais, c'est pas ouf », alors qu'en fait le mec est en full touche. C'est... Ouais, par exemple, je prends l'exemple d'une grosse unité qui reroll toutes ses touches en ayant le Lethal Hit. Le c'est pas ouf, en général, il va être accompagné par un nombre assez modéré de 6 à la touche. Ensuite, il va reroll. Il va faire encore assez peu de 6, donc ouais, c'est pas ouf. Alors que le mec vient de me faire un full touche. C'est-à-dire que de base, quand tu touches à 3, t'es censé perdre un tiers de tes touches. Lui, il les a toutes gardées en ayant quelques Lethal Hits. Donc, ça me rend assez zinzin, c'est qu'il y a ce truc du c'est pas ouf, alors qu'en fait on est en situation d'overkill. Et désormais, le c'est pas ouf, désormais c'est ça, c'est du non-overkill. Quand je n'arrive pas à annihiler complètement ce qu'il y a en face de moi, c'est devenu un c'est pas ouf. Donc c'est assez rigolo, mais je pense qu'on est nombreux en fait à avoir développé cette pathologie-là, cette pathologie du c'est pas ouf, alors que en permanence on est en mode je touche, je tue. Et allez, et finalement, la dernière grande conséquence de cette létalité devenue folle, c'est un des premiers éléments que j'ai relevé dans cette émission, c'est le manque d'incarnation. Mon plus gros problème avec le jeu, le fameux manque d'incarnation. Et à vrai dire, ce manque d'incarnation, la létalité n'en est qu'une composante de ce problème. Parce que, si j'en reviens à l'exemple précédent de mes intercessors d'assaut, mais pourquoi au juste, en fait, ces intercessors, ils rerollent tout et tout le temps ? On trouve des règles pour illustrer ça, mais c'est des règles avec un narratif, mais complètement bidon. Dans les habiletés, on va trouver souvent des petits textes du genre « Ces Marines d'assaut sont très furieux, ce qui les rend donc très méchants ».
On est vraiment dans cet esprit-là, hein. Regardez, les règles, c'est nul. En fait, en termes de narratif, c'est complètement nul. Pour avoir le droit à une reroll bless, il suffit d'écrire une règle qui dit que ah, la foi en l'empereur dans ce guerrier est tout à fait accomplie. Tu vois, ou alors cet ennemi part en lâchant un gros cri de guerre. Et ça, ça te donne de la reroll touche, de la reroll bless, du plus un bless, etc. En gros, ces petites habiletés, dans leur grande majorité, elles sont parfaitement désincarnées. On ne sait pas pourquoi, au juste, on passe notre temps à accumuler des bonus. En quoi mon épée tronçonneuse devient-elle létale? Tu vois, qu'est-ce qui... Pourquoi? Quand je mets un lieutenant, comment ça se fait que mes épées tronçonneuses deviennent létales? Est-ce qu'il a donné un ordre? Est-ce qu'il dispose d'un équipement spécial qui permet aux épées tronçonneuses de toucher directement dans les têtes des adversaires? Et surtout, qu'est-ce qui va différencier mon épée tronçonneuse d'une autre arme? Pourquoi j'ai plus d'attaque en tant que troupe de base qu'une escouade d'élite? Ma soif rouge, quand j'y succombe, elle va m'empêcher juste de scorer 5 points sur un objectif. Rien d'autre. Non, vraiment, la soif rouge, ça ne me donne rien d'autre comme effet sur la table. Je vais juste pas pouvoir marquer 5 points. Ok, donc c'est ça la soif rouge, ça te prive de 5 points. Ma rage noire, elle me donne une reroll des hits. Les Martès, ils me donnent le létal. Astorat, il me donne le Devawound. Mais pourquoi? C'est quoi le storytelling derrière ça? Pourquoi? Et quand on cherche pourquoi, on tombe sur ce genre de truc. Astorat est le genre de personnage tellement furieux qu'il accompagne que des gens furieux comme lui. Voilà, c'est ça en fait, le narratif, c'est ça en fait. Mais pourquoi vous me donnez tout ça? Je suis déjà en situation d'overkill permanent. Pourquoi vous me donnez mes 17 mots-clés à mettre encore par-dessus? C'est générique. On se fait chier. Ça veut rien dire en fait. On joue des trucs surpuissants sans que ça ne soit un événement, sans que ça ait de répercussions, sans que finalement ça ne veuille rien dire, sans que cela soit incarné. Les orques, ils se battent plus entre eux. Un Imperial Knight, il peut mourir sous des coups de couteau de la peste. Des couteaux enduits de poison, enduits de maladie. Putain, ça tue des robots, ça? C'est un robot organique. Tu vois, plus personne ne fuit, plus personne ne panique, ne recule. Et via le lissage, en fait, des règles et des profils, on a atteint un degré d'abstraction qui rend le jeu tout simplement pauvre. Le mot est lâché, ce jeu est désormais pauvre. Et pour vous donner un contre-exemple, je vous propose de faire un petit tour par Horus Heresy. On va partir sur une datasheet, une des datasheets les plus standards que vous aurez dans n'importe quel Liber Space Marine. Il s'agit des Marines Breacher, donc les Marines avec des gros boucliers. Donc le profil... Ce sont des profils de Marines tout à fait classiques, mais des Marines à l'ancienne. Ils n'auront qu'un seul point de vie et qu'une seule attaque chacun. Déjà, on divise le nombre de dés par 5, tu vois, on respire un petit peu. Donc c'est un profil de Space Marines absolument standard. Seulement, il est équipé d'un gros bouclier. Ce gros bouclier, il va lui donner le mot-clé lourd. C'est-à-dire que ce mot-clé lourd, à Horus Heresy, il va me donner quand même quelques pénalités de mouvement. Je ne pourrais, par exemple, pas faire l'équivalent d'une advance, et lorsque je charge, j'aurais pas accès aux mêmes tricks de mouvement qu'une unité plus rapide. Je suis tout simplement lourd. Cependant, ce bouclier, il va également me donner une sauvegarde invulnérable à 5+ au tir. Donc chose très bienvenue lorsque l'ennemi commence à nous tirer dessus avec des armes lourdes. Leur cible de prédilection, du coup, ça va être quoi? C'est juste des Marines avec des bolters. Du coup, leur cible, ce sera tout simplement l'infanterie légère ennemie. Ces mecs seront absolument incapables de blesser un véhicule tout comme ils seront incapables de faire des dégâts significatifs à une infanterie beaucoup plus lourde qu'eux, comme les armures Saturnine par exemple. Du coup, leur rôle sur le terrain,
eh bien, ça va être de défendre. Ils ont une bonne résistance au tir, du coup, ils vont être là pour ça, ils vont être là pour défendre. C'est-à-dire qu'on va s'emparer d'endroits stratégiques ou d'objectifs, plus simplement, pour occuper le terrain. C'est une troupe de base, donc elle a les facultés de bien scorer sur un objectif et de le défendre. Ça va vraiment être ça, le rôle sur une table de jeu. Ils ont accès à quelques armes spéciales. Une de ces armes spéciales, par exemple, c'est le Las Cutter. C'est une espèce de rayon laser concentré qui va vous permettre cette fois d'être particulièrement menaçant sur des structures et des véhicules légers. Dans le lore, en fait, ce Las Cutter, là on parle ici de Marines qui sont vraiment taillés pour les missions d'abordage de vaisseaux, ce Las Cutter, il leur permet de découper par exemple des portes ou des pans blindés. Donc ça, on peut l'incarner par exemple à Zone Mortalis, on peut ouvrir un mur en deux pour ensuite, être un brécheur, c'est-à-dire ouvrir une brèche et pénétrer dans cette brèche pour défendre le terrain. Si je donne ensuite à mon sergent une lame tronçonneuse, cette lame tronçonneuse, cette fois on retrouve des règles qui en fait d'elle une arme à part. C'est-à-dire qu'ici, sur un jet de bless de 6, je vais multiplier les dégâts par 2. Ça illustre le fait qu'une lame tronçonneuse, dès lors qu'elle trouve la voie de votre chair, fait des dégâts absolument considérables. C'est une horreur cette arme-là. Et en plus, cette datasheet de brécheur, elle va me donner le droit à un type de réaction pendant le tour ennemi. Une réaction qui va s'intituler tout simplement mur de bouclier. Je dresse un mur de bouclier tandis que mon adversaire me tire dessus. Je vais gagner +1 en endurance. Voilà. Ici, en fait, la moindre règle, la moindre petite option d'équipement, et encore je vous ai pas tout dit, ces brécheurs peuvent avoir sur eux par exemple des charges de démolition. Bref, ici tout a du sens. Et en faisant le comparatif, naturellement, on se rend compte à quel point les règles spéciales de 40K sont devenues pauvres, désincarnées et principalement axées uniquement autour de la létalité, au détriment du rôle tactique, de l'enjeu, du lore de votre armée, de la spécialité, bref, du jeu narratif au final. Et je dois justement en venir à ce point, c'est que dans des conditions pareilles de violence accrue, il est désormais extrêmement difficile de vivre une expérience de bataille narrative avec des unités qui s'incarnent réellement, enfin non, plutôt des unités qui s'incarnent comme elles sont censées s'incarner, comme on vient de le voir avec les brécheurs Space Marine dans Horus Heresy. On n'est pas censé tuer des blindés à coups d'épée tronçonneuse. On n'est pas censé être un modèle de fiabilité lorsqu'on succombe à la rage noire. En fait, les mots-clés, ils semblent être distribués un peu à qui mieux mieux. Du sustain, du létal, du devawound, du fight on death, c'est la braderie totale pour aller en fait jusqu'à un empilement vraiment délirant. Et ce dernier semestre de version 10, là, il s'est fait dans une forme de power creep vraiment stupide où on a des Terminators qui advancent ses charges. Là, c'est-à-dire qu'en fait, on plie en deux l'incarnation de la chose. On a des armures lourdes, des Terminators, ils sont menés par Marneus Calgar, c'est lui qui leur donne un mot-clé Advance ses charges. Les mecs, en fait, ils ont tellement plus d'idées qu'ils distribuent des mots-clés comme ça. Mais là, en fait, tu plies le lore en deux. Une armure Terminator, c'est pas censé faire de l'Advance et charge. Autre exemple, un Defiler, on le sait que c'est une bête terrifiante, il suffit de lire le lore, ok, c'est une horreur sortie des forges du Warp, évidemment que ça doit être très très fort. Par contre, est-ce qu'on est censé lui donner un mot-clé qui le fait passer à travers les murs ? Non. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Là, on se retrouve avec une unité qui n'a ni plus ni moins que aucun défaut. Elle tire fort, elle caque fort, elle encaisse fort, elle tire des tas d'alertes forts et elle passe à travers les murs. Ça n'a pas de sens. Un Defiler qui passe à travers les murs, ça n'a pas de sens. Là, encore une fois, vous prenez l'incarnation et vous la pliez en deux. Idem, un champion League of Votan qui cogne à dégâts 4. C'est un nain avec une hache, les gars. C'est pas normal qu'il cogne autant
qu'un Primarque. C'est pas normal qu'il cogne autant qu'un demi-dieu. Des taux qui se mettent à meuler totalement au corps à corps. Les fameuses lances jumelles. Est-ce que c'est normal des taux qui font mal au corps à corps? Bah non, l'incarnation, encore, elle est pliée en deux. Bon, j'en passe et des meilleurs. On a eu aussi un Necrozor Amentor qui, lui, en fait, a simplement tous les mots-clés du jeu. Voilà, ils lui ont tout donné parce qu'on ne sait pas trop. Là, encore une fois, on lit les règles. Mon Dieu, ce Necrozor Amentor est tellement méchant que sur la table, il est méchant. Voilà, ça se résume un petit peu à ça. Et au final, ces mots-clés-là, tout le monde va jouer avec. C'est-à-dire que tout le monde joue avec les mêmes règles spéciales. Il y a finalement assez peu de mécaniques de jeu radicalement différentes d'une faction à l'autre. Tout semble avoir été lissé. Ma charge d'intercessors, dont on parlait auparavant, elle est en tout point identique à une charge de Berserkers de Khorne. C'est la même chose. C'est les mêmes règles, les mêmes jets de dés, la même over-létalité. Et à contrario, les règles spéciales qui, elles, sont censées être axées autour de la défense ou de la résilience, elles sont vraiment très rares et elles ne suffisent en vérité jamais à tempérer cette espèce d'accélérationnisme dans la violence. Comme je vous l'ai dit dans l'exemple précédent avec les intercessors d'assaut, il n'y a aucun stratagème du jeu qui peut vous épargner cette situation d'overkill. Aucun. Et y compris, en fait, pour des factions dont c'est l'ADN profond, la défense et la résilience. Et je pense que pour ce type de joueurs qui aiment, en fait, les armées à la réputation assez tanky, les choses sont parfois assez cruelles. Bon, à ce titre, je vais en venir à mes expériences personnelles par rapport à ce manque désormais d'incarnation sur table. Exemple, je pense, le plus parlant, c'est quand je joue Death Guard, je ne suis pas lent et je ne tank que dalle. Bon, voilà. Donc là, l'incarnation, parce que c'est vraiment l'image qu'on a en premier d'une armée de la Death Guard, c'est une armée lente, méthodique, qui va absorber une énorme partie des dégâts lancés par l'ennemi. Non, là, dans cette V10, toute l'armée, elle a gagné du mouvement. Ils ont donné un pouce à tout le monde. On a même accès à des trucs délirants, du genre de la FEP à 6. Il y a des détachements où toute ton armée, elle va avoir le mot-clé avant-garde. Et à aucun moment, l'endurance élevée ne te protège significativement. Tout simplement parce qu'en face, il y a un empilement tel de mots-clés, donc principalement ici le létal, que ton endurance de 6, de 8, de 10, de 12... tout le monde s'en tape en vérité. Et donc, en opposition à ça, mes packs de Plague Marine qui encaissent que dalle, ils vont être capables d'annihiler un Imperial Knight. En une phase. Tir plus corps à corps, je détruis un Imperial Knight, c'est absolument évident. Il y a des combos tellement pétés, moi je ne les ai jamais joués personnellement, mais même en dressant des listes Death Guard soft, entre guillemets, on a un niveau de puissance, mais qui est complètement débile. Et là, l'empilement de mots-clés, mais il est... Parce que quand ils ont plus d'idées, en fait, ça devient ça. C'est que ton mot-clé létal, il va plus se déclencher sur du 6, mais sur du 5. Tu as un stratagème qui te permet de reroll touche et blesse. Ok, un seul, c'était pas suffisant. Bref, ensuite, j'améliore ma PA avec les contagions et tout. Enfin bref, je détruis un Imperial Knight avec une troupe de base. Donc c'est un exemple encore plus stupide que vu précédemment parce que mes lames de Nurgle, enfin mes munitions pleines de maladies, est-ce qu'elles sont censées one-shotter des machines divines comme ça? Non, je pense pas. Donc le résultat de tout ça, c'est que malgré un certain plaisir de jeu avec ma Death Guard, et je parle là principalement de mes fameuses listes zombies que certains d'entre vous ont pu voir à l'œuvre, malgré un certain plaisir, je ne suis pas parvenu à faire une seule bataille narrative convaincante avec cette armée. Mes packs de Plague, c'est simple, ils se font toujours atomiser. Et en une activation, ça je reviens là-dessus, mais la situation d'overkill, que tu sois en du 4 ou en du 6, finalement, elle est souvent la même. Et mes packs de Plague, ils volent tout le temps comme ça. Ils volent toujours par pack de 10 entiers, que ce soit au tir ou au corps à corps. Donc la résilience légendaire de la Death Guard,
Ça, je ne l'ai jamais retrouvé. Alors certes, c'est peut-être une armée qui tank plus que la moyenne, mais dans les conditions actuelles d'agression du jeu, ça ne fait pas la différence. Autre exemple, quand je joue Blood Angel, donc quand je joue Space Marine, on va dire, généralement j'évite justement ce syndrome de l'enclume pour privilégier un peu un déploiement très MSU. Résultat, je me retrouve à jouer Horde. Il y a des Space Marines partout, je suis une armée innombrable, et quelque part, une armée qui est loin d'incarner cette espèce d'aspiration d'armée d'élite, et avec une armure énergétique qui semble en papier, vu en fait le déploiement de violence qu'il y a en face de moi. L'armure, enfin une des meilleures armures de l'Imperium, honnêtement, t'en vois pas vraiment la couleur. Idem quand je joue Ravengard. Et c'est pourtant là aussi toujours un plaisir, en vrai, à jouer ça. Mais si je veux remporter la victoire, je vais devoir un peu contourner justement mon ADN, donc mon incarnation. Je vais me mettre à contourner un peu l'aspect infiltration, avant-garde, plutôt pour jouer au bourrin, quoi. Là encore, ma règle d'armée, qui est donc une règle d'armée défensive, elle ne suffit en aucun cas à absorber du dégât. Tout ce que je peux parvenir à faire, c'est me sortir d'une situation d'overkill pour juste devenir une situation de kill tout court. C'est juste la seule différence que je vais avoir via ma règle de détachement. Et quand je joue à Horus Heresy, me direz-vous? À Horus Heresy, je joue tout simplement Iron Warriors, les gars. Ni plus, ni moins. J'envoie mes hommes à la mort sous une pluie de bombardements. Je fais des tirs de suppression, des tirs de barrage pour infliger en fait des statuts tactiques à l'ennemi, pour le faire paniquer, pour le démoraliser. Mes troupes, de base, elles ne peuvent pas tuer ni d'élite ni de tank. À peine peuvent-ils un peu érafler la peinture ou détruire une des armes sur tourelle. Mes élites, quant à elles, elles seront toujours décisives, très fortes. Avec ce type d'escouade, parfois, je vais être en situation d'overkill, mais on parle d'élites très chères en points. Quant à mes blindés, ils vont servir à tuer des blindés ou de l'infanterie très lourde. Au-delà de ça, je mène des défis au corps à corps, j'adopte des postures martiales sur mesure, je joue quelque part dans une adéquation maximale avec ce qu'est censé être ma doctrine de combat. Et bordel, ça fait du bien. Ça fait du bien. Le plaisir, il va être dans chaque détail. Dans la moindre grenade, dans la moindre arme spéciale, l'incarnation ici, elle est permanente. Et vous me direz, est-ce que finalement, ce serait pas parce que ce jeu est mou ? Bien au contraire, en vérité, c'est même plutôt énervé. La létalité, elle est là. Elle est là tout le temps. Seulement, on va être très très rarement dans des situations d'overkill complète. Donc non, le jeu n'est pas du tout mou. Les mêmes erreurs, en fait, vous infligeront des dégâts. Une troupe trop exposée, naturellement qu'elle va prendre le feu. Donc c'est un jeu plutôt énervé, mais à côté de ça, c'est un véritable wargame. C'est un jeu de stratégie militaire. C'est pas un jeu de pion où quand un pion touche l'autre, tu l'enlèves. Voilà, c'est un wargame, les gars. Et donc, pour ma part, c'est même un wargame à l'ancienne. Bon, du coup, au terme de tout ça, au lieu de mener un énième débat stérile au sujet de 40K, parce que, à mon sens, à peu près tous les débats concernant 40K finissent par devenir stériles, est-ce que ce serait pas tout simplement le moment d'arrêter 40K ? Cette question, je me la suis posée en long et en large. Et finalement, je ne ferai que suivre l'exemple de bon nombre de joueurs portés sur le narratif. À ce titre, en fait, dans les associations que je fréquente, il y a toujours un truc amusant à relever, c'est que moi, il y a des associations où le piou-piou, c'est moi, quoi, si tu veux. Il y a des gars qui ont beaucoup plus d'expérience que moi en matière de wargame et qui jouaient à 40K bien avant que je m'y mette. Et leur point de vue extérieur, donc eux qui, pour la plupart, ont justement arrêté 40K, leur point de vue de l'extérieur, il est toujours assez rigolo, surtout quand ils nous voient lancer, par exemple, 50 dés en faisant des rerolls, mais en permanence. Ils voient ça, tu vois,
ils ont un sourire en coin en mode: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, quoi». C'est un peu le type de regard que je ressens quand je joue à 40K. Les mecs, eux, ils sont, dans les jeux de stratégie et là, ils se rendent compte que nous, en fait, notre jeu, ce n'est plus un jeu de stratégie et ce n'est même plus un jeu de dés. Donc, finalement, moi, je suis entouré de gens comme ça. Je suis entouré, d'exemples que j'aurais très bien pu suivre dans cette fuite de 40K. Mais en vérité, pour ma part, il n'y a pas moyen, hein. Il n'y a pas moyen. Du moins, je ne peux pas encore m'y résoudre malgré en fait toutes les bonnes raisons du monde. Le responsable de tout ça, il n'est ni plus ni moins que le lore, hein. Le lore, l'univers, le fluff, la création d'armées thématiques, les petits projets par dizaines, les petites patrouilles d'abordage. Moi, voilà, j'ai aucune envie de me passer de ça. D'autant plus que, en dehors de tout ce que je peux reprocher au jeu, et dans cette émission, je rentre pas dans le détail, voilà, je me suis contenté en fait d'énoncer ce qui pour moi est le plus important, c'est la létalité et le manque d'incarnation. Voilà, j'ai pas parlé de tout le reste, du Battle Shock, du Wargear, etc. Donc dans tout ce que je peux reprocher au jeu, finalement, l'éditeur, il n'a jamais autant œuvré pour le jeu narratif que durant cette V10. La V10, ça a été des détachements thématiques et narratifs par dizaines, voire centaines. Actuellement, je crois qu'on en est à peu près à 250 détachements dans tout le jeu. C'est prodigieux, hein, c'est vraiment énorme. Et il y a une grosse moitié de ces détachements qui honnêtement sont complètement thématiques et narratifs, hein. C'est une certitude. Je les ai tous lus, hein, au fil des mois. À côté de ça, on a eu des suppléments de campagne comme Narmoon par exemple, avec des mécaniques de jeu super fraîches. Là encore, complètement taillées pour le jeu amical ou narratif. Board in Action, évidemment, est venu s'immiscer dans tout ça. Donc, le Board in Action, c'est un jeu narratif par essence, hein. Si 40K est un jeu optimisé par défaut, Board in Action, c'est un jeu narratif par essence. Et dernièrement, au sein de la campagne de fin d'édition en cours, on a eu encore plus de board in action, un outil complet de création de personnages, un nouveau mode apocalypse actualisé, et sans doute plus encore dans les semaines à venir. Sans oublier ce qui est finalement le support total de White Dwarf. White Dwarf, c'est un média mais intégralement consacré aux jeux narratifs et fun. Voilà, donc en fait, l'éditeur, il fait largement le boulot pour nourrir en fait des aspects du jeu qui, moi, me passionnent. Seulement, les gars, ces détachements très très thématiques, moi j'en ai fait, mais j'en ai pas vu beaucoup en face. Du board in action, j'en ai fait massivement, mais on ne peut pas dire que ce soit non plus très répandu. Et des règles spéciales de campagne du type Narmoon, en association, voire même en événement, parfois ça peut faire grincer quelques dents. Et à côté de ça, quand Game Workshop nous sort des unités pétées, tout le monde les achète day one. Voilà, c'est la rupture de précommande, de pré-réservation. Donc là, le constat, il est assez cruel. J'ai envie de dire, d'un côté, l'éditeur, il a évidemment sa part de responsabilité dans cette course à la violence débile et ce manque d'incarnation. Et le dernier semestre de cette V10 est assez parlant à cet effet. Mais d'autre part, si 40K est ce qu'il est actuellement, c'est à mon sens et en premier lieu de la faute des joueurs. Ces mêmes joueurs qui ont beaucoup râlé justement durant la période index, une période où en fait toute la létalité avait été revue à la baisse. Ça râlait beaucoup parce que, je cite, « ça fait rien sur table ». Et pour moi, en vérité, la frontière entre le jeu compétitif, donc le jeu normal, voilà, hein, Warhammer est compétitif par défaut, donc cette frontière entre le jeu compétitif et le jeu narratif, elle se creuse de plus en plus. Il y a de plus en plus, du moins de ma part, un véritable séparatisme, alors que jusqu'alors, finalement, je défendais un point de vue assez méta-compatible.
Mais désormais, j'en ai sans doute trop vu et le divorce, il est consommé. Et ça atteint finalement un tel stade que pour ma part, désormais, voilà, on est sur un scénario maison, les listes sont cool, et toi, tu sors ton pointeur laser. Là, mec, en fait, tu me sors complètement du truc. À partir de ça, en fait, ça y est, j'estime qu'on ne joue plus au même jeu. C'est un détail, en fait, terriblement anodin, mais à mon sens, suffisant. Parce que dans un véritable jeu d'intention, il n'y a aucun monde où tu as réellement besoin de ton pointeur laser. Si tu l'estimes ultime, c'est que tu veux me la mettre, quoi. C'est que tu veux me la faire à l'envers. C'est-à-dire que d'office, tu n'es plus dans une logique d'affrontement, tu es dans une logique de contournement, d'optimisation, voire de prédation. Ce pointeur laser, il va t'aider à chercher le petit centimètre qui te permettra de me ruiner. Et ça, en fait, ce simple détail, moi, ça me sort du jeu narratif. Je peux pas. Je peux pas. Et idem, voilà, je parle d'un accessoire tout à fait ridicule, mais idem, en fait, les petites réglettes là qu'on met un peu partout. Si tu veux, quand je fais ma frappe en profondeur, je suis censé être à 9 pouces. En fait, on le sait tous les deux. On s'en fout, en fait, d'être au quart de pouce. On le sait tous les deux à quelle distance je suis. Voilà, en fait, toutes ces petites accessoires, toutes ces petites habitudes de joueurs dont, voilà, comme je vous en ai parlé, qui sont accoutumés à la létalité délirante, qui sont accoutumés à ce jeu optimisé par défaut, parfois nos tables de jeu, les mecs, ils vont en faire une espèce de screenshot de Tabletop Simulator. Et ça, en fait, j'en veux plus du tout. J'en veux plus du tout. C'est là qu'en fait, moi, je marque un séparatisme très clair en fait entre les différentes manières de jouer. Donc, vous allez me dire, ok, frère Maxou, dans tout ça, est-ce que toi, tu prends encore du plaisir à jouer à Warhammer 40 000 ? Parce que là, tu sembles un peu tout salé et tout frustré, mon grand. Alors ouais, globalement, je suis très souvent déçu par le jeu. Que ce soit en amical, en assaut, en match play ou même parfois en réunion Super Warp. Globalement, je vais toujours passer un bon moment parce que voilà, t'es avec des gars, tu lances des dés, tu bois des bières. C'est toujours cool en vérité. Mais ce manque d'incarnation et finalement ce profil de joueur casu qui peine de plus en plus à survivre, ça me déçoit beaucoup et souvent. Cependant, le plaisir, je le trouve néanmoins. Il a désormais des conditions multiples, et sans doute en fait beaucoup trop multiples. Mais il arrive quand même un paquet de fois par an. Allez, si je vous parle d'une des dernières incarnations en date, un petit 2 versus 2 chez moi, avec des gens du Discord, avec Titi Defer, Professeur KO et Artemus Gordon. Voilà, 4 joueurs exactement dans le même esprit. Un scénario complètement custom, des règles spéciales supplémentaires qui nous viennent par exemple de suppléments de campagne dans les ouvrages Game Workshop. Évidemment, l'apéro, la petite bouffe, on compte pas les heures, on a pris notre temps, tout était peint, tout était beau et c'était trop bien. C'était définitivement trop bien. Donc, est-ce que ça a empêché pour autant le jeu d'être d'une létalité stupide ? Non. Est-ce que ça a empêché cet exercice est-ce que ça a empêché certaines unités de ne pas être incarnées ? Non, pas du tout. Sur table, on a eu des trucs d'une violence débile et des trucs également très décevants. Par exemple, un avatar de Kane qui fait prout, qui se fait complètement fumer par un gros coup de canon. Mais cependant, l'esprit, l'enjeu, la cohérence, le fair play, la beauté, finalement, tout ce que je veux voir autour d'une table, tout était là et bien là. Et à vrai dire, juste pour ce genre de moment, je vais lui donner une chance naturellement à cette V11. Et d'ailleurs, à ce titre, c'est ce genre de moment dont je vous parle, où quelque part les planètes sont alignées, où l'esprit est parfait. C'est ce genre de moment qu'on va essayer de recréer bientôt au Rural Summer Break, l'événement de cet été. Les 4 et 5 juillet. Donc il y a un événement narratif Warhammer 40 000, mais il y a également plein d'autres jeux. Je vous en reparle très vite. Sachez néanmoins que les inscriptions sont ouvertes sur Discord. Mais voilà, cet événement, je vais essayer d'en faire un événement où tout est aligné,
où il n'y a pas en fait de séparatisme justement entre les différentes manières de jouer à Warhammer 40 000. Il faut ce jour-là que tout le monde joue au même jeu. Et ce jeu, eh bien, on va en écrire les règles, évidemment. Bon, bref, on va donner sa chance à cette V11. Bon, pour l'instant, on va pas se mentir, pour ma part, cette V11, ça sent pas très bon. Bah, du moins, en tout cas, ça ne me passionne absolument pas. Bah, déjà, en vérité, le contexte fait pas envie. Le lore, on s'en fout. Le lore, c'est Armageddon. Le trailer était terriblement générique. Voilà, on dirait que c'est écrit par un collégien, honnêtement, le script de ce trailer. Oh là là, il n'y a que la guerre et blablabla. Mais putain, mais rien de nouveau sous le soleil. Honnêtement, si on fait un peu l'historique des dernières boîtes de base, enfin plus globalement des dernières nouvelles versions de jeu, ça a toujours été meilleur que ça. Le trailer Scaventide était d'un autre niveau et il introduisait de nouveaux éléments narratifs qui allaient s'introduire au jeu. Et le trailer Léviathan était également bien plus bandant, avec un Primarque, avec Robot de Guilliman à son pupitre de commande, qui est enfin en train de s'interroger sur la notion même de victoire. Il y a des trucs qui s'introduisaient. Ici, il n'y a rien. On est sur Armageddon, comme ça a toujours été le cas en vérité. Il y a des orques, voilà. Il y a des Blood Angels. Pour l'empereur, il n'y a que la guerre, etc. Ça manque cruellement de contexte, ça manque cruellement de lore. Tout ça s'annonce très très générique, et ça s'annonce générique jusqu'au contenu de la boîte. Hein. Jusqu'à maintenant, honnêtement, ce qui nous a été révélé, ouais, bon, ok, un Space Marine, un Orc, un vétéran Vanguard, ok, c'est un Space Marine avec un slip. Voilà. Donc pour l'instant, on va pas se mentir, ça fait pas très envie, la boîte non plus. Cependant, on va quand même tous l'acheter. Il y a de fortes chances que ça se termine comme ça. Game Workshop garde encore pas mal de cartes en main pour nous régaler. On va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce premier contact, il n'est guère passionnant. Et si on en vient maintenant un peu sur les révélations qui nous ont été faites sur cette V11 à venir, la première d'entre elles, c'est qu'on garde les codex et les datasheets. Là, finalement, ça veut dire qu'on va garder les mêmes problèmes. Hein. Mes assauts intercessors, ils taperont pas moins fort qu'avant, c'est une certitude. Ensuite, on nous annonce un nouveau système de décors. Alors, les décors, honnêtement, c'est une des formes de débat, je pense, les plus répandues concernant Warhammer 40 000. On y a eu le droit il n'y a pas longtemps sur le Discord. Hein. Encore un débat stérile, à vrai dire. Parce que ouais, c'est vrai que la V10 a inauguré quand même un système de table qui est ouvertement très moche. Après, c'est un layout, c'est-à-dire un layout avec des empreintes, avec des murs et tout. Ce layout, on peut en faire ce qu'on veut. Moi, par exemple, je n'ai jamais mis une semelle sur mes tables pendant 3 ans. Mes semelles, c'était tout simplement mes socles, mes ruines en L, c'était des bâtiments de la forme un peu que je voulais. Bref, ce sont des layouts, chacun est libre d'en faire ce qu'on veut. Cependant, c'est vrai que dans les formes de jeu les plus normées, comme on en voit en tournoi par exemple, c'est vrai que les tables n'ont jamais été aussi immondes. Ici, les décors, ils ont l'air de devenir encore plus normés qu'avant. Même si, cette fois, on peut espérer des tables plus jolies. C'est la fin des gabarits d'objectifs. Désormais, les objectifs seront des zones de terrain. On va voir ce que ça donne, tout simplement. Donc, ça me paraît terriblement normé, à vrai dire, un peu trop à mon goût. Mais est-ce que, justement, à usage associatif ou compétitif, est-ce qu'on va retrouver des tables qui ont un peu de panache ? Honnêtement, j'en suis pas sûr, mais je pense que nous, dans le jeu narratif, finalement, ce genre de truc ne va pas trop bousculer nos habitudes. Moi, les gabarits d'objectifs, pareil, hein, j'ai souvent joué sans en utiliser. Un objectif était tout simplement un élément de décor. Donc là encore, je pense que ça va se passer comme ça s'est toujours passé, par la réadaptation. Mais néanmoins, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner, ce nouveau système de décor, même s'il nous annonce la fin du couvert. Alors là, moi honnêtement, dans cette V10, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs trucs. Le plus insave, quand tu es à couvert, quand tu es partiellement visible, c'était une mécanique claire et nette et qui te donnait en fait en toutes circonstances
une sauvegarde. Même quand tu te fais tirer dessus à coups de fuseur, quand tu es un Space Marine, tu avais quand même ta petite save à 6 à jouer. Et c'est vrai qu'ils ont eu la main, malgré en fait toute la létalité du jeu, ils ont gardé en fait une main assez légère sur les pénétrations d'armure. Pour mon plus grand plaisir, à vrai dire. Bon, ça n'empêche pas le jeu d'être d'une violence débile, mais néanmoins, sur ce coup, moi je trouvais les règles très très bien fichues comme ça. Je suis pas tant ravi que ça de les voir changer. Et à vrai dire, ils réintroduisent en fait de tout ça pas mal de mécaniques qui nous viennent tout droit de la V9. Bref, on verra bien. Du côté du corps à corps, les choses nous ont été pas mal détaillées, avec des mécaniques plutôt bienvenues, comme la fin du Fight First par exemple. Ça c'était naze, hein. Il n'y avait pas de contre possible à ça. Mais dans ce corps à corps, avec les mouvements de charge et tout, les mouvements de consolidation, on va retrouver des mécaniques qui m'ont l'air tout simplement beaucoup plus permissives et donc sans doute beaucoup plus brutales. Là encore, est-ce vraiment une bonne chose? Moi je vous dis, hein, le système de règles de la V10, pour moi, il était très bien. Donc en fait, là, qu'ils reviennent sur certains fondamentaux, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde. À côté de ça, ils vont nous rajouter une salve de détachements. Je sais plus si c'était 70 ou 80 nouveaux détachements, en comptant tous les précédents. Donc on va passer à un jeu qui va regrouper plus de 300 détachements. Et ces détachements, ils pourront s'incarner plusieurs fois dans la même armée. On va inaugurer des armées qui ouvrent un système de multi-détachement. Donc sur ce point, ok, ça va donner sans doute plus de corps à une armée thématique. Mais moi, je vais pas vous mentir, pour moi, avant toute chose, ce truc, c'est avant tout une couche d'optimisation supplémentaire, hein. Si je reviens un peu sur les listes classiques dont je vous parlais, par exemple, plusieurs enclumes accompagnés de plusieurs unités satellites, jusqu'à maintenant, en fait, on prenait un détachement pour tout le monde et on acceptait que certaines unités ne jouissent pas vraiment de ces règles de détachement. Ici, c'est le contraire. C'est-à-dire que, j'ai une armée d'enclumes Terminator accompagnée d'unités, par exemple, à Jump Pack. Cette fois, je vais pouvoir choisir 2 détachements pour optimiser l'une, mais aussi l'autre. Donc moi, ça, avant toute chose, je vois ça comme une nouvelle couche d'optimisation. Le jeu en avait-il besoin? Mais bon, là, néanmoins, je ne vais pas émettre de critiques parce qu'on ne sait tout simplement pas trop encore comment ce truc va s'incarner. En tout cas, pour faire des armées thématiques, ça peut être tout simplement excellent, naturellement. Et pour finir, on assiste à un match-play un peu réinventé, avec des objectifs et des missions qui vont se faire en fonction des détachements choisis et également en comparant votre détachement avec celui de l'adversaire. Bon, ça pour moi, par contre, c'est très très bon à prendre parce que ça va nous donner globalement, je pense, une expérience qui va être proche de ma première année de V10, c'est-à-dire une redécouverte, une période enthousiasmante pour ressortir toutes ces armées et tout simplement les essayer sous plusieurs formes. Donc moi, si on pouvait revenir à ce type d'expérience, c'est-à-dire à un jeu équilibré, réécrit, à redécouvrir, ça, moi, je prends, honnêtement, c'est quelque chose que j'aime bien, de découvrir finalement les nouvelles mécaniques auxquelles l'éditeur a pensé. Bon, ça restera du match-play. Moi, en l'état, ça fait longtemps que je n'en fais plus. Mais là, je pense que je vais me plier à l'exercice avec un petit pack de cartes, tout simplement pour rejouer un petit peu à 40K, mais sous une forme qui sera bien moins prise de tête que la véritable écriture d'une bataille narrative, par exemple. Mais bon, dans tout ça, je pense qu'il est inutile de trop s'épancher sur la V11. La V11 est pour l'instant un texte à trous où demeurent de nombreuses questions. Par exemple, quid du nouveau modèle économique choisi pour les codex? Comment ça va se présenter? Est-ce qu'il y aura une expérience full numérique comme on la souhaite depuis longtemps? Autre chose, quid de boarding action, évidemment, même si rien ne m'empêchera d'y jouer sous sa forme actuelle et donc en V10 et en index. Autre chose, quid d'un éventuel nouveau format Combat Patrol qui pourrait être équivalent à Spearhead. Et ça, honnêtement, je le souhaite de tout mon cœur parce que cet exercice du match play à venir,
Je sais qu'en fait, j'en ferai le tour. Je sais qu'en fait, j'en ferai le tour. Bon, moi, je suis du coup un peu à la recherche d'alternatives. Donc, si Board in Action est une très bonne alternative, enfin voilà, néanmoins, elle est très peu suivie par l'éditeur. Donc, si on peut avoir un petit format Combat Patrol qui tienne ses promesses en matière de fun, naturellement, je signe tout de suite. Mais en tout cas, lors de la première annonce de cette V11, le premier petit visuel, c'était marqué en caractère gras des batailles plus narratives. Bah ok, bah moi j'attends. J'attends et on va voir ce que ça donnera. Donc, comme je vous l'ai dit, pour des raisons évidentes, je vais donner la chance à cette V11, comme nous tous, je pense, même les plus aigris, les plus énervés d'entre nous vont donner une chance à cette nouvelle version du jeu. Moi, pour ma part, bah là, j'enterre quelque part la V10 avec un certain plaisir parce que voilà, je trouve que c'est ouf de se dire ça. Là, en fait, je suis dans un ressenti où je trouve que cette V10 a trop duré, alors qu'elle a moins de 3 ans. C'est quand même un truc terrible, quoi. C'est juste qu'en fait, elle a tellement été soumise à modification. Les data slates, ça a été hystérique. Moi, je vais pas vous mentir, ça fait 1 an que je ne les suis même plus. Il y a en fait une overdose qui vient, mais toujours très 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 rapidement dans Warhammer 40 000. On va pas se mentir, de toute façon, pour moi, le jeu est en état de disgrâce parce que je prends énormément de plaisir ailleurs. Je prends énormément de plaisir dans ce que moi j'appelle un wargame à l'ancienne qui me donne entière satisfaction. Donc Horus Heresy n'est pas pour autant un jeu idéal. Il a plein de défauts ce jeu. Mais putain, on retrouve quelque chose de tellement authentique, quelque chose qui, moi, me rappelle à mes plus vieux souvenirs de jeunesse. Et c'est assez fabuleux. C'est assez fabuleux d'avoir une incarnation sur table qui tienne la route, quoi. Néanmoins, quitter Warhammer 40 000, ce n'est pas encore au programme, tout simplement parce qu'il me reste beaucoup trop d'armées à faire. Je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. Bon, il reste des trucs là sur mon script. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dit le plus important. Donc, est-ce que je suis remonté à mort contre cette V10 ? Ouais, mais en vérité, voilà, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Le jeu, je l'aime toujours bien. Comme je vous l'ai dit, j'y trouve du plaisir, mais c'est un plaisir désormais très conditionnel. Néanmoins, il existe encore ce plaisir. Il a quelques incarnations hyper solide dans cette dernière année de jeu. J'ai eu des expériences de jeu vraiment fabuleuses, comme des réunions Tupperwarp qui ont été, par exemple, organisées par d'autres. À venir, là, il y a Abordage et Canonnade début mai, organisé par Champêtre et Vexar. Évidemment que ça va être trop bien. Donc, le plaisir, il est là, il demeure. Il est soumis à conditions, il est même soumis souvent à restrictions, il est soumis en vérité à beaucoup de travail. Il faut désormais beaucoup travailler pour garantir une expérience Warhammer 40 000 idéale. C'est tout simplement ce qui est au programme des 2 prochains mois pour la préparation du Rural Summer Break et d'autres événements dont vous n'êtes pas encore au courant, mes petits amis. Bon, c'était l'émission du jour. Elle est sans doute moins rigolote que d'habitude. Néanmoins, parfois, il y a des choses qui doivent être dites et je pense avoir dit aujourd'hui le plus important. Néanmoins, malgré tout ce que je pense de cette V10, ça va pas m'empêcher de continuer à faire des émissions avec plein de petits projets partout. C'est même, je pense, au programme immédiat. Ouais, dans les 2 semaines à venir, vous aurez des nouveaux projets à savourer en apéritif. Bon, écoutez les gars, c'est la fin de cette émission, donc salé mais pas trop. Je vous propose de nous retrouver sur les réseaux. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et surtout si vous voulez participer au Rural Summer Break parce que tout va se passer sur Discord. Je suis obligé de centraliser les informations sinon je ne m'en sors pas et je n'ai pas encore la notoriété suffisante pour disposer d'une secrétaire sexy. Donc voilà, tous sur Discord si vous voulez participer aux événements les amis. Et pour le reste, n'hésitez pas à donner un peu de grain à moudre à la ruralité via vos achats chez My Hobby Place ou sur Arrakis Miniatures avec le code RURAL15.
Je vous fais à tous des gros bisous, les amis. Voilà, en ce moment, le podcast marche très bien. Je sais pas ce que vous avez là. Ouais, il y a une petite vague. Ça marche fort. Chez Ruralameur, ça marche très fort. Les écoutes sont très bonnes. Je suis content. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci toujours pour vos commentaires, pour vos encouragements et même vos critiques. Vos critiques, je les prends toutes autant. Elles sont toujours constructives. Je vous embrasse. Je vous souhaite un joli printemps et on se dit à très vite. Salut!